Le fleuve, les différentes rivières, la vallée de la Loire est un paysage incroyable. En termes de caves aussi, les caves de Tuffeau sont exceptionnelles. Et ça, c'est très fort à la Loire. Il y a une âme très forte qui réside grâce à ça. Et si les Blancs de Loire étaient la clé pour amener de nouveaux consommateurs à découvrir le vin ? Bonjour, je suis Zoé Butel, je vous souhaite la bienvenue à bord du tout premier épisode L'Heure de Loire, le podcast des vins de Loire. Ici, je vous propose de voyager à travers les tendances de consommation et d'achat de vins de Loire en France, le tout en compagnie de professionnels passionnés et passionnants, qu'ils soient vignerons, négociants, restaurateurs ou encore journalistes. L'idée, à travers chaque épisode, explorer une nouvelle facette de la pluralité des vins de la région, en discutant de leurs enjeux, en confrontant les points de vue et en profitant des retours d'expérience de nos invités. Bref, faire le pont entre les défis d'aujourd'hui et de demain qui se présentent à notre filière et élargir ainsi vos perspectives. Alors sans plus attendre, cap sur notre sujet du jour, les Blancs de Loire, une diversité de vins qui a le vent en poupe. Et pour plonger au cœur de cette remarquable richesse, j'ai le plaisir de recevoir deux explorateurs aguerris du monde du vin. Fanny Gauthier, d'abord, responsable du service économie et études chez Interloire. Bonjour Fanny. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors j'accueille également Alexis Goujard, journaliste et critique de vin. Alexis, vous avez intégré la revue du vin de France en tant que caviste en 2010 et avant d'y devenir journaliste et d'intégrer ensuite son comité de dégustation, vous êtes également co-auteur du guide des meilleurs vins de France, dont l'édition en 2025 est déjà disponible en librairie. Bienvenue à vous Alexis. Merci, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver parce que j'ai le plaisir et le privilège de couvrir cette belle région des vins de Loire depuis 6 ans et mes premières amours du vin viennent de la Loire puisque j'ai appris à déguster par les vins de Loire, donc c'est un sujet auquel je suis particulièrement attaché. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important pour ce premier épisode de nous arrêter quelques minutes sur l'état des lieux actuel de la consommation de vin dans l'Hexagone. Alors Fanny, quelle est la place du vin dans le quotidien des Français ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Français ne se détournent pas du vin. Pour les vins tranquilles comme effervescents, le nombre de consommateurs a augmenté ces dernières années. Selon une étude de l'IWSR, on comptait 40 millions de Français consommateurs de vins tranquilles en 2023, soit 2 millions de plus qu'en 2017. Cette hausse est liée à l'accroissement de la population française, et au final, ce sont un peu moins de 2 adultes sur 3 qui consomment du vin en France, avec une certaine stabilité de cette part depuis 15 ans. Par contre, l'indicateur qui a fortement évolué est la fréquence de consommation. Avant les années 90, la consommation de vin était plutôt quotidienne pour un grand nombre de Français. Si l'on se réfère à l'étude quinquennale de France Agrimaire, au début des années 80, un Français sur 2 consommait du vin tous les jours. Et en 2022, la France ne comptait plus que 11% de consommateurs quotidiens. À l'inverse, il y a aujourd'hui un tiers des Français qui consomment du vin 1 à 2 fois par mois, ou plus rarement, et 37% qui n'en consomment pas du tout. Le poids des non-consommateurs et des consommateurs qu'on qualifierait de mensuels a fortement augmenté depuis 1980. Et depuis plus de 30 ans, la consommation de vin occasionnel a pris le pas sur la consommation alimentaire, la consommation du quotidien. Elle est aujourd'hui avant tout festive et conviviale. À noter que cette baisse de la consommation de vin n'est pas isolée et touche toutes les catégories d'alcool. De manière générale, les Français consomment actuellement 2,5 fois moins d'alcool par an et par personne qu'il y a 60 ans. Alors ça c'est pour les vins en général, qu'en est-il pour les vins blancs plus spécifiquement ? Dans ce contexte, les vins blancs tirent leur épingle du jeu et nous l'avons bien démontré dans l'étude qu'Interloire a menée sur le sujet en 2023. Le blanc est la 2e couleur la plus consommée par les Français. Et fait important, chaque génération consomme plus de vin blanc que les précédentes au même âge, en volume. Et en plus, chaque génération compte plus de consommateurs de vin blanc que les précédentes. Ce qui est complètement l'opposé pour l'ensemble des vins tranquilles et plus spécifiquement des vins rouges. Ainsi, le marché des blancs recrute et a gagné 1 million de consommateurs depuis 2017. Et alors du côté des contextes de consommation, est-ce que les vins blancs sont associés à certains moments en particulier ? Il est très intéressant de remarquer que si le vin blanc est peu consommé au quotidien, il est majoritairement consommé dans des contextes de convivialité. Cela passe notamment par des repas à la maison avec des invités, pour un tiers des répondants, mais aussi et surtout par l'apéritif. Le blanc est clairement le vin le plus associé à ce moment de partage sacré pour les Français.
En effet, un Français sur 4 boit du vin blanc à l'apéritif, et ce chiffre est même encore plus élevé lorsque l'on zoome sur les blancs moelleux, avec près de la moitié des Français qui consomment ce type de vin à l'apéritif au moins une fois dans l'année. D'ailleurs, ces instants sont complètement en phase avec les attentes des consommateurs. Dans un vin blanc, la moitié des Français recherchent en priorité du fruité et de la fraîcheur, et les vins blancs sont avant tout dégustés par plaisir et tentation. Alexis, dans votre métier de journaliste et dans les interactions que vous pouvez avoir avec certains consommateurs, est-ce que vous observez globalement ce genre d'attente qui concerne les vins blancs ? Ah oui, bien sûr, c'est la consommation de vin blanc et l'intérêt pour les vins blancs, c'est une lame de fond. Un petit rappel historique concernant la Revue du Vin de France, qui est le magazine de vin le plus ancien au monde, créé en 1927. Donc on a beaucoup de profondeur historique et on peut analyser en fait les phénomènes de consommation au fil des décennies. Et depuis plusieurs années, on a de plus en plus de grands sujets de 15 jusqu'à 20 pages dédiés au vin blanc et on mesure l'intérêt de la part des consommateurs dans le nombre de ventes ensuite en kiosque. L'année dernière, on a fait un succès sur les grands blancs de Méditerranée et la même année, un grand sujet sur les blancs de Loire qui avait pour vocation de parler des grandes expressions de blancs de Loire, aussi bien des cépages, des terroirs, des appellations et des grands styles de vinification et d'élevage qu'on peut retrouver. Et pour donner un chiffre, on a fait plus 20% de ventes sur ce numéro spécifique des vins blancs de Loire en avril. Donc il y a un vrai intérêt et c'est vrai que le blanc de Loire n'est plus seulement considéré comme un petit blanc de soif de copains à ouvrir dans la jeunesse. Mais on a le recul pour voir que des grands vins blancs existent ici avec un potentiel de garde, une complexité indéniable qui rivalise évidemment avec les plus grands rouges. Donc les blancs n'ont pas du tout à rougir de ces vins rouges. Et aussi ce recherche de consommation, de fraîcheur, de spontanéité que l'on retrouve dans ces blancs de Loire. Et alors, est-ce que sur votre compte Instagram, vous êtes suivi par près de 20 000 personnes ? Votre communauté est demandeuse de conseils concernant la dégustation ou le service de vin blanc ? Oui, évidemment, Instagram, c'est un outil formidable parce qu'on a un lien direct avec... dans le magazine, on a la partie courrier des lecteurs manuscrite et puis là, ce rapport direct sur les réseaux sociaux. Et on voit l'interaction d'un public plus jeune. 60% de mes abonnés, et ce sont les mêmes chiffres pour le compte de la Revue du Vin de France, qui est suivi par 55 000 personnes, ont entre 25 et 45 ans. Donc un public assez jeune, consommateur de vin. Oui, on peut dire jeune, à 25 ans, et jusqu'à 45 ans, on l'est toujours, et qui ont un pouvoir d'achat et qui ont un réel intérêt pour les vins. Et je le vois, alors qu'est-ce qui marche dans les posts ? Évidemment, les appellations stars, les domaines emblématiques de la Loire, dans des vieux millésimes, là, on est sûr de faire un bon score au niveau du nombre de j'aime et puis des commentaires qui sont laissés. Et aussi, un vrai intérêt pour les découvertes, les jeunes vignerons, les jeunes talents, les étoiles montantes sur lesquelles il faut absolument miser. Ça, c'est cette force qu'a la Loire d'avoir une nouvelle génération peu connue, mais qui seront les grands vignerons de demain. Et alors Fanny, justement, si on se penche sur les vins blancs de Loire, comment est-ce qu'ils se positionnent dans ce contexte général des vins blancs ? De façon indiscutable, les blancs ligériens occupent une place prépondérante sur le marché français. Le blanc est la première couleur élaborée en Loire et représente d'ailleurs 36% de notre production en 2024. À ce titre, la Loire est la première région viticole française productrice de vins blancs d'appellation et 40% des consommateurs de vins blancs français achètent actuellement des blancs du Val-de-Loire. Alors c'est vrai que ce sont des chiffres impressionnants, mais du coup, est-ce que les vins blancs de Loire ont encore une marge de progression sur ce marché ? Oui, sans aucun doute. Pour vous donner un ordre d'idée, les blancs ligériens comptent actuellement 11,2 millions de consommateurs français, selon une segmentation de consommateurs français de vins tranquilles formalisée en 2022 par Interloire et Wine Intelligence. Leur potentiel de nouveaux consommateurs à recruter, quant à lui, est de près de 9 millions. Autrement dit, s'ils ont déjà conquis 55% de leur marché, il reste encore au vin blanc de Loire de fabuleuses opportunités à saisir, notamment du côté des femmes. Pour l'heure, même s'il y a autant de femmes que d'hommes à consommer du vin blanc, on sait effectivement que, tout vin confondu, le blanc est la couleur qui bénéficie de la plus grosse taille de clientèle chez les femmes. Mais ce n'est pas tout, bien sûr. Les jeunes constituent eux aussi un vivier important pour le blanc, qui est la couleur la plus consommée par les moins de 35 ans en France.
Et Alexis, est-ce que vous avez aussi le sentiment que les vins blancs de Loire ont encore de nombreux palais à conquérir ? Oui, je pense qu'il y a un boulevard même pour les blancs. Alors dans la manière de communiquer, justement, comme on va y revenir tout à l'heure, je crois, mais c'est comment attirer ces consommateurs dans la manière de parler du vin pour donner beaucoup de facilité d'accès au vin et de compréhension, donner des clés de lecture pour comprendre le vignoble ligérien et faire en sorte que les consommateurs aient le réflexe d'avoir toujours une bouteille de blanc au frigo et de l'ouvrir aussi facilement qu'on ouvrirait une bouteille de bière ou de commander un spritz qu'on voit sur toutes les terrasses et qui paraît une des boissons les plus évidentes à commander aujourd'hui. Mais pour les blancs de Loire, il y a tout ce travail-là de mieux faire comprendre le contenu de la bouteille. Et Fanny, si on revient sur les jeunes, qu'est-ce qui fait qu'ils soient vraiment attirés par les vins blancs ? Si l'on s'arrête sur cette tranche d'âge un peu plus en détail, il est d'abord important de souligner que ce sont les 25-34 ans qui plébiscitent avant tout les vins blancs, puisque 80% d'entre eux en consomment. Il semble que les jeunes générations recherchent de la fraîcheur et du fruité dans un vin blanc, comme la majorité des consommateurs d'ailleurs, mais ils recherchent également de la douceur. D'ailleurs, parmi les consommateurs quasi systématiques de vins moelleux, donc plus sucrés, on retrouve principalement les plus jeunes consommateurs, les 18-24 ans. Toutefois, il faut rester prudent concernant la manière d'approcher les jeunes. Le vin est complexe à appréhender pour beaucoup de consommateurs. Il est de moins en moins associé aux notions de plaisir et de santé, et cela de manière plus marquée chez les moins de 35 ans que les consommateurs plus âgés. C'est encore plus flagrant chez la génération Z, c'est-à-dire chez les jeunes nés entre 1996 et 2010. De façon générale, ils ne se sentent pas proches du vin, qu'ils perçoivent comme la boisson de leurs parents, voire même de leurs grands-parents. Par conséquent, le vin arrive de plus en plus tardivement dans leur vie, voire pas du tout, comme l'indiquait une étude récente de Vin et Société. Et selon vous, Alexis, en quoi est-ce que les vins blancs de Loire pourraient être une manière efficace de renouer avec cette génération ? La spontanéité dans la dégustation, et puis je pense qu'il serait important pour la Loire d'avoir des marques fortes, des marques avenantes qui rendent le vin plus sexy d'approche, parce que c'est une région complexe en termes de diversité de cépages, d'appellations, et une grande marque la bière ou que d'autres régions ont réussi à faire. Tout le monde connaît le Côtes-du-Rhône de chez Guigal dans la vallée du Rhône, les vins de Michel Chapoutier, des marques fortes en France et à l'international pour trouver une marque qui rassure en fait le consommateur final par sa régularité et la qualité de ces vins. On parlait aussi des succès comme Minuti, le rosé de Provence. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est une marque qui est produite à plusieurs millions de bouteilles et qui rassure le consommateur final parce que d'année en année, la fiabilité est indéniable. Alors au-delà du critère de l'âge, Fanny, est-ce que vous avez identifié de manière plus précise des profils types de consommateurs que les vins blancs de Loire pourraient recruter en priorité ? Tout à fait. Les efforts de recrutement des vins blancs de Loire ont tout intérêt à se porter avant tout sur les consommateurs qu'on a appelés dans notre segmentation les explorateurs et des consommateurs dits hebdomadaires sociaux. Pourquoi ? Parce que ces deux cibles identifiées par Interloire estiment déjà toutes les deux que les blancs secs ligériens sont faciles à boire, frais, légers et parfaits pour accompagner un repas. Du côté des blancs moelleux de Loire, ces deux cibles se trouvent faciles à boire et de très bonne qualité. Bref, les vins blancs de Loire répondent parfaitement bien à leurs attentes. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots les explorateurs ? Alors, le segment des explorateurs se distingue par leur curiosité. Ils ont une soif de découverte. Ce qu'ils aiment dans le vin, c'est d'abord son esprit de partage et le fait qu'il soit un vecteur de convivialité. Ils en apprécient également les vertus désaltérantes. En cela, nos vins blancs de Loire sont donc idéaux pour eux. D'un point de vue démographique, ces explorateurs regroupent autant d'hommes que de femmes, plutôt citadins. Ils sont plus jeunes que la moyenne des consommateurs, puisque l'âge de la moitié d'entre eux est inférieur à 45 ans. Plus que les autres cibles, ils boivent du vin hors des repas plusieurs fois par semaine et leur consommation de vin blanc se situe déjà au-dessus de la moyenne avec 23 bouteilles par an en moyenne. Lorsqu'ils choisissent un vin blanc sec, certains éléments d'image sont très importants à leurs yeux. Sa très bonne qualité, le statut qu'offre le vin, c'est-à-dire que le vin les rendra donc fiers de le servir à leurs invités, son excellent rapport qualité-prix et son côté facile à boire. Ce dernier point est d'ailleurs plus prégnant que pour la moyenne des consommateurs. Et alors, de façon concrète, comment est-ce qu'un vigneron ou un domaine peut réussir à toucher ces explorateurs pour tenter de les recruter ? Pour commencer, nous avons observé que les explorateurs sont davantage centrés sur les médias oraux que sur les médias écrits. Ils plébiscitent la radio, qui est écoutée par 60% d'entre eux. Cette cible lit également énormément de presse loisirs, qu'il s'agit de magazines culinaires,
culturels ou de loisirs, et ce, principalement sur smartphone avant le format papier. D'autre part, cette cible se distingue clairement par sa mobilité. C'est celle qui sort le plus en se rendant à des concerts, des événements sportifs, en sortant au restaurant, dans les bars ou en partant dans les balades ou des randonnées. En revanche, c'est la cible la moins adepte de films, de séries, de jardinage et de lecture. Et enfin, les explorateurs ont tendance à être déjà très informés sur le vin. Pour enrichir leurs connaissances, ils se tournent en priorité vers leurs proches pour 83% d'entre eux et les cavistes pour 78% d'entre eux. Ils ont aussi plus confiance que la moyenne dans les informations fournies par les blogueurs et influenceurs. Et ils sont plus nombreux que la moyenne à suivre un domaine viticole sur les réseaux sociaux ou via sa newsletter. Alors Alexis, compte tenu de ce portrait robot des explorateurs, quels atouts les vins blancs de Loire doivent-ils particulièrement cultiver pour parvenir à les toucher davantage selon vous ? Évidemment que les vignerons ouvrent leurs portes aux journalistes pour restituer au mieux dans un magazine comme la Revue du Vin de France les différentes aventures. Mais bien sûr, tout notre défi, c'est de s'ouvrir à ces explorateurs dans la manière de s'informer sur le vin. Et donc Internet est une voie royale avec énormément de concurrence. Et c'est pour les vignerons comment exister sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je pense que créer une proximité avec le consommateur potentiel et fidéliser les consommateurs existants par les réseaux sociaux en mettant en scène un peu la vie d'un vigneron quotidien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté des paysages qui nous entourent, les coteaux, les vallons, le fleuve, les différentes rivières. Enfin, la vallée de la Loire est un paysage incroyable. En termes de caves aussi, les caves de Tuffeau sont exceptionnelles. Et ça, c'est très fort à la Loire. Il y a une âme très forte qui réside grâce à ça. Et si vous imaginez un financier du haut de sa tour à la Défense, sous la pluie parisienne, avoir quelques photos, quelques vidéos de cette mise en scène des vins de Loire et du travail de vigneron, c'est fantastique pour donner envie de boire du vin. Je dis ça parce que j'ai fait un record d'audience sur un vigneron de Saumur qui était dans sa cave en train de me servir un vin blanc justement et qui a reçu des appels ensuite parce que il y a quelque chose de très fort, de très intimiste. Et donc c'est de créer cette relation avec les consommateurs. On le faisait autrefois avec les envois de tarifs par la poste, évidemment pendant les salons professionnels, les différentes foires du vin. Mais voilà, les réseaux sociaux sont un outil formidable pour créer cette relation et fidéliser, donner envie avec des images. Alors il faut prendre soin à faire des belles photos, on n'a pas besoin d'être équipé de matériel dernier cri, mais prendre soin de faire des belles photos, des belles vidéos, même très courtes, des témoignages des vignerons pour créer cette relation de confiance où le vigneron explique à sa manière de travailler et ce qu'on trouve vraiment dans sa bouteille. Et puis dans le style des vins aussi, tout change. Les goûts de la société changent, la société change, le climat change, et c'est comment s'adapter en permanence pour innover et séduire de nouveaux consommateurs. Ça peut être des nouvelles cuvées, des nouvelles modes de vinification, de la cuve béton, de la cuve inox, de la barrique, de l'amphore, différents. Rester en pointe de l'innovation pour montrer que la Loire vit et se pose des questions. Alors Fanny, vous nous parliez des explorateurs tout à l'heure. Maintenant, si on s'arrête sur les fameux hebdomadaires sociaux, qui se cache derrière cette seconde cible clé pour les vins blancs de Loire ? Les hebdomadaires sociaux constituent une cible beaucoup plus hétérogène. C'est d'ailleurs le segment le plus hétérogène que nous avons étudié, avec des consommateurs qui vivent aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Néanmoins, cette cible est constituée à 58% de femmes qui ont inscrit le vin dans une forme de rituel social. Pour elles, le vin ne relève pas du quotidien, mais participe nécessairement au temps festif. Étant donné que cette cible achète peu de vin, elle s'autorise à dépenser un peu plus d'argent pour l'achat d'une bouteille, notamment quand il s'agit de recevoir. Les hebdomadaires sociaux ne se prétendent pas spécialistes en matière d'œnologie. Ils aiment donc choisir des vins qu'ils connaissent déjà ou qu'on leur aura recommandés. D'ailleurs, la moitié d'entre eux achètent leurs vins chez des cavistes. Du côté des éléments d'image les plus influents dans le choix d'un vin blanc sec, les hebdomadaires sociaux font avant tout attention à la dimension valeur montante d'un vin, dont on entend de plus en plus parler, et le statut que cela leur procure. Ils valorisent également beaucoup l'aspect découverte de nouvelles pépites, et ce davantage que la moyenne des consommateurs. On peut aussi noter que 75% des hebdomadaires sociaux sont influencés par les labels environnementaux au moment de l'achat. Et quels sont les centres d'intérêt et les habitudes de cette cible qui vont permettre aux producteurs de vins blancs ligériens d'attirer leur attention ? Les hebdomadaires sociaux prêtent une grande importance aux médias oraux, notamment la radio, pour 67% d'entre eux. Mais contrairement aux explorateurs, ils lisent principalement les médias écrits sur papier et non sur des écrans.
Par ailleurs, cette cible est peu sensible aux sorties culturelles et sportives. Quand il s'agit de s'informer sur le vin, les hebdomadaires sociaux utilisent peu les réseaux sociaux, la presse ou la radio. En revanche, c'est la cible qui accorde le plus de confiance aux professionnels du vin, comme les cavistes et les producteurs, et bien sûr à ses proches. En résumé, alors si elles possèdent quelques points de similitude, les deux cibles prioritaires affichent des profils bien différents, sans compter les autres cibles secondaires des vins blancs de Loire, comme par exemple celles qui regroupent des consommateurs majoritairement masculins qui se considèrent très connaisseurs en vin. Alexis, est-ce que vous croyez que les vins blancs ligériens sont capables de répondre à toutes ces différentes attentes, ou est-ce que vous pensez qu'ils doivent finalement choisir leur combat ? Je dirais que l'un n'empêche pas l'autre et je dirais même que ces types de vins sont complémentaires. Il faut absolument conserver ces vins de soif, ces vins de plaisir immédiat qui ont fait la réputation des vins de Loire et aussi qui représentent la majorité de la production. Il faut garder cette approche populaire, gourmande, spontanée, sans complexité du monde du vin. Et en même temps, avoir cette réflexion de produire des grands vins de profondeur, de complexité, de garde. Et ça commence par bien connaître évidemment son vignoble, de parcelliser son vignoble, de vinifier parcelle par parcelle, enfin îlot par îlot, pour comprendre où se trouvent les grands vins, les grands raisins et les grands vins d'un domaine, et ensuite de les accompagner en termes de vinification et d'élevage. Donc c'est cette réflexion. Et qu'est-ce qu'un grand vin ? Est-ce que c'est le vin issu de raisins d'une seule parcelle ? Au contraire, est-ce que c'est un assemblage de plusieurs parcelles ? Un élevage particulier ? Est-ce que c'est l'âge des vignes ? Est-ce que c'est le type de sol qui compte ? Donc c'est d'avoir toute cette réflexion-là pour produire un vin qui tiendra dans le temps et qui s'affirmera parmi les grandes références de vins blancs du monde. Voilà, on a le recul maintenant. Les grands vins blancs de Loire rivalisent avec les plus beaux vins blancs de la vallée du Rhône, de Bourgogne, etc. Donc c'est comment cultiver ça et comment en produire de plus en plus. Et puis c'est la question cruciale du prix. Quel est le juste prix ? Quand on n'est pas assez cher, on n'est pas crédible parce qu'on peut pas être un grand vin. Et quand on est trop cher, ah ben non, c'est trop cher, tel vin de telle appellation, je veux pas mettre plus de temps. Donc c'est garder des prix abordables pour ces vins de soif populaires dont je vous parlais et ne pas hésiter, je devrais pas le dire pour les consommateurs qui nous écoutent, mais vendre certains vins à 20, 25 euros, 30 euros pour être crédible au milieu des cartes des vins des autres régions qui, eux, voient les prix s'envoler. Fanny, est-ce que vous croyez aussi que les vins blancs de Loire peuvent toucher ces diverses cibles de consommateurs ? Oui, sans hésiter. La palette des vins blancs de Loire est presque infinie, et cela grâce à plusieurs facteurs. Pour commencer, les vignobles de Loire s'étendent sur une extraordinaire mosaïque de sol et de sous-sol, des gneiss, des mises à schiste, des roches vertes, des granites. Dans les vignobles nantais, des schistes primaires et schistes précambiens dans l'Anjou à sol noir, craie, tuffeau, sable du Sénonia et argile à silex dans l'Anjou à sol blanc. Et dans l'Est, saumurois, craie blanche, craie jaune, alluvions sablo-graveleuses dans les vignobles de Touraine. Cette richesse géologique confère à chaque terroir une personnalité unique que nos vignerons ont appris à maîtriser parfaitement. De plus, la Loire et sa centaine d'affluents, ainsi que les différents reliefs de la région, abritent une multitude de microclimats favorables à la vigne qui contribuent à l'immense variété des vins blancs ligériens. Ces différents environnements sont enfin idéaux pour cultiver une grande diversité de cépages blancs qui affichent une remarquable versatilité. Parmi eux, citons tout d'abord le chenin blanc, qui représente 18% des surfaces de Loire en 2024. Nous sommes ainsi la première région viticole au monde produisant du chenin. Ce cépage permet aussi bien d'élaborer des vins blancs secs racés ou des vins de fine bulle s'il est récolté au début des vendanges. Et ce cépage permet aussi d'élaborer des grands vins moelleux et liquoreux s'il est récolté en fin de vendange. Au-delà du chenin, le melon blanc représente 14% des surfaces de Loire et les vins du Muscadet sont d'ailleurs les seuls AOP au monde à être issus de ce cépage. Le vignoble de Loire est aussi la seconde région viticole mondiale en Sauvignon blanc qui représente 9% de ses vignes et qui est capable de révéler avec une extrême précision les multiples nuances de ces terroirs, notamment dans la partie orientale de la Touraine. Les vins blancs de Loire peuvent compter sur bien d'autres cépages blancs pour élargir leur gamme organoleptique. Le chardonnay, la folle blanche, l'orbois, le pinot gris ou encore le sauvignon gris. Autrement dit, il y en a pour tous les goûts. Exactement. Au total, on dénombre ainsi 24 AOP et IGP en blanc à travers toute la région des vins de Loire, qu'ils soient secs, demi-secs ou moelleux. Et puis, au-delà du goût et des différents instants de consommation qu'ils peuvent préempter, les vins blancs de Loire se positionnent également sur une grande diversité de canaux de distribution et de prix.
En France, les blancs ligériens sont incontournables chez les cavistes. En effet, 97% d'entre eux en possèdent au moins une référence, et ce, dans tous les segments de prix, des vins premium aux vins prestige, en passant par les gammes super et ultra premium. Côté restaurant, 6 établissements français sur 10 mettent à l'honneur des blancs ligériens sur leur carte. Là encore, dans toutes les tranches de prix. La grande distribution, enfin, constitue le circuit numéro 1 de commercialisation des blancs ligériens. Et sur ce réseau, la Loire est d'ailleurs en AOP leader des vins blancs et détient un quart du marché en volume et en valeur. Il faut noter que les blancs de Loire montent en gamme en grande distribution, avec des premiers prix qui ont quasi disparu des linéaires, et des blancs premium qui génèrent à l'heure actuelle 40% du chiffre d'affaires de nos vignobles. Et au-delà de leur diversité aromatique, dans quelle mesure est-ce que les blancs de Loire peuvent permettre de répondre à l'évolution des tendances de consommation de fond ? Les blancs de Loire regorgent d'atouts pour répondre aux tendances de consommation de fond. Prenons par exemple les attentes environnementales, qui ne cessent de croître en France. 80% des domaines de Loire sont engagés à l'heure actuelle en agriculture biologique ou en certification environnementale, qu'il s'agisse du bio, de la biodynamie, des certifications HVE, Terravitis ou bien Agriconfiance. Autre exemple, les évolutions des habitudes alimentaires des Français sont favorables aux vins blancs, qui sont souvent associés aux viandes blanches ou aux poissons et fruits de mer, dont les consommations augmentent. En effet, la volaille est la deuxième viande la plus consommée en France, après le porc, dépassant en volume la viande bovine depuis 2013, selon FranceAgriMer. En outre, en volume, les Français mangent un tiers de produits aquatiques de plus qu'il y a 20 ans. Et Alexis, de votre côté, sur quelle tendance de fond est-ce que vous pensez que les vins blancs ligériens peuvent se démarquer ? À nouveau, on parle des changements climatiques qui bouleversent le vignoble français et je pense que c'est important de cultiver cette identité septentrionale. C'est un des vignobles les plus au nord d'Europe et de France et c'est cultiver cette fraîcheur particulière, cette sapidité, cette acidité qu'ont les vins de Loire pour se distinguer des autres blancs de France et même du monde. Jouer sur la diversité de cépages. Alors d'un côté, le chenin est de plus en plus connu. Le sauvignon est un cépage connu dans le monde entier, donc ce sont des cépages qui rassurent le consommateur. Et de l'autre côté, il y a des cépages comme le melon blanc, plus confidentiel, assez unique au pays nantais, qui suscite l'intérêt par son originalité, parce qu'il n'y a que dans le muscadet qu'on cultive ce cépage. Et les accords originaux aussi, vous parliez de la viande blanche tout à l'heure, des produits de la mer, mais aussi les produits de légumes. Il y a de plus en plus de consommateurs qui font attention à ne pas consommer trop de viande rouge, qui se tournent vers la cuisine végétale. Et voilà, cette acidité, l'absence de tanin des blancs. Le blanc, c'est un blanc en tout terrain et il peut se marier avec beaucoup de types de cuisine différentes. Et puis, je pense qu'il y a toujours se dire, quand on est deux, est-ce qu'on va boire, on va ouvrir la bouteille, mais est-ce qu'on va la finir? Et je pense qu'il faut mettre à l'aise sur, déjà, on peut conserver un bon blanc pendant 3-4 jours au réfrigérateur, bouteille ouverte, enfin, juste avec un bouchon sur le dessus. Et puis, cette notion tout terrain, on commence à l'apéritif à boire le blanc et on peut facilement continuer à le boire sur l'entrée, voire le plat. Pour un vin rouge, c'est plus difficile, par exemple. Et aussi cette notion de mouvance, d'émulation ligérienne entre les domaines historiques qui sont les références aujourd'hui parmi les grands vins et cette nouvelle génération qui arrive en permanence. En tant que journaliste, c'est une région fantastique parce qu'il y a toujours des vignerons qui s'installent et qui tirent leur épingle du jeu. Donc voilà, montrer que cette région n'est pas du tout figée. Alors avant de conclure cet épisode, on va sortir quelques secondes de cette région et puis de la France pour regarder au-delà de nos frontières. Est-ce que les vins blancs de Loire peuvent aussi séduire de plus en plus de consommateurs à l'échelle mondiale ? Tout à fait. Si l'on se base sur les retours de professionnels de 9 marchés export principaux à la Loire, récoltés lors d'une étude de Sopexa en 2024, ces professionnels estiment que la Loire est la région dont les volumes porteront leur croissance sur les vins blancs, au global, sur les 2 prochaines années. Cette impression est particulièrement forte au Canada, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les vins blancs ligériens ont donc aussi de beaux jours devant eux à l'international. Et Alexis, est-ce que vous avez remarqué de votre côté cet intérêt croissant des consommateurs internationaux, par exemple en échangeant avec eux lors de salons ou lors de dégustations avec certains professionnels ? Ben oui, parce que on voit bien que le Sauvignon est planté un peu partout dans le monde, le Chenin de plus en plus, mais il y a cette particularité
ligérienne, on a parlé de fraîcheur, de vin modéré en alcool, qui procure une sensation de dégustation assez unique dans la manière de saliver, d'ouvrir les papilles, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et cette diversité d'appellations qui permettent un terrain de jeu formidable dans l'expression des différents cépages de Loire. Et quels seraient les profils de vins blancs ligériens qui retiennent le plus leur attention ? L'identité par le cépage paraît intéressante. Évidemment, le maître reste l'appellation avec un cahier des charges précis d'un terroir particulier, mais communiquer sur un cépage, on sait qu'un Sauvignon séduira les gens qui recherchent des blancs expressifs et frais, et le Chenin, pour un amateur qui cherchera des vins plus racés, tendus, et une approche un peu plus austère, un peu plus caillouteuse, séduira. Donc avoir une approche par le cépage paraît le plus judicieux pour séduire des consommateurs qui ne connaissent pas la géographie française. Eh bien, Alexis Goujard, Fanny Gauthier, un grand merci à vous de nous avoir partagé vos points de vue et expériences. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, j'espère que ces regards croisés vous ont permis de découvrir de nouvelles facettes des vins blancs ligériens. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute favorite ou à partager le lien de ce podcast. Je vous invite également à rejoindre les réseaux sociaux des Vins de Loire pour poser toutes vos questions ou tout simplement suivre leur actualité. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes dans lesquels nous continuerons de naviguer au fil des autres couleurs des Vins de Loire.